Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous vous proposons de nous lancer dans la résolution mathématique du modèle de Mundell-Fleming. Ce n'est pas techniquement très compliqué, mais il faut bien passer par là à un moment. Nous en profiterons pour nous demander comment représenter graphiquement un système linéaire de trois équations à trois inconnus et comment représenter les chocs exogènes avec la différentielle. Et nous allons faire tout cela avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous, bonjour Romain. Les précédentes vidéos nous ont permis d'aboutir à trois équations, IS, LM, EE, qui décrivent l'équilibre économique. Cela nous permet de conclure sur la valeur des variables du modèle qui sont l'activité Y, le taux d'intérêt R, le taux de change réel Q, pour des constantes exogènes données. Alors je te rappelle que nous avons vu les équations du change flexible, qui sont ici, et également celles du change fixe qui apparaissent maintenant. En change fixe, le taux de change réel Q est une constante exogène par définition. Il y a donc une autre variable qui la remplace, la variation des réserves de change qui permet d'équilibrer le marché des devises par l'intervention de la Banque centrale. Ah oui, donc il n'y a pas un modèle à résoudre, mais deux. En fait, cela ne change presque rien du point de vue technique. Dans les deux cas, nous sommes face à un système de trois équations et trois inconnus, et toutes les méthodes déployées sur l'un s'adaptent très facilement à l'autre. Alors, quand on a vu le modèle ISLM en économie fermée, nous n'avions que deux variables, Y et R, et nous pouvions donc représenter les équations dans un repère normal avec deux axes. Les équations apparaissent comme des courbes dont l'intersection est un point. Mais maintenant que nous avons trois variables, que se passe-t-il? Y a-t-il trois courbes? Pas exactement. Regarde l'équation IS. Comme tu l'as dit, en économie fermée, elle n'a que deux variables, et l'ensemble des points YR qui vérifient l'équilibre est une droite. À chaque Y correspond un R qui permet l'équilibre. En économie ouverte, avec change flexible, il faut voir R non plus comme une fonction de Y, mais comme une fonction de Y et de Q. La représentation graphique de cette fonction n'est plus une courbe au-dessus d'un axe R, mais une nappe au-dessus d'un plan YR. Et comme nos équations sont linéaires, cette nappe est en fait simplement un plan incliné dans l'espace à trois dimensions. Exactement. Maintenant, l'équation d'équilibre IS est représentée par un plan dans l'espace Y, R, Q. Et c'est la même chose pour EE et LM. Et comment trouve-t-on l'équilibre du modèle? En économie fermée, l'équilibre est à l'intersection de deux droites dans un plan, c'est un point. En économie ouverte, c'est l'intersection de trois plans dans l'espace, donc un point également. D'accord, mais comment représente-t-on les trois équations à la main alors? On ne va quand même pas tracer en 3D. Non, bien sûr. Dans ce cas, tu fixes une de tes variables. Tu peux par exemple raisonner à taux d'intérêt fixé et représenter l'équilibre dans le plan YQ comme si tu coupais l'espace RYQ à un R donné. Donc en fait, pour avoir des formules exactes, on va être obligé de passer par une résolution mathématique. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Tu as plusieurs façons de procéder. La première méthode, c'est la substitution. Par LM, tu exprimes R en fonction de Y. Tu remplaces R par sa fonction de Y dans IS et EE, ce qui te donne deux équations à deux inconnus, Y et Q. Tu exprimes Q en fonction de Y, grâce à l'une que tu remplaces dans l'autre, pour avoir l'expression de Y, que tu utilises ensuite pour trouver Q, puis R. Note que la méthode par substitution n'est pas trop complexe, parce que tu as une équation qui ne comporte que deux inconnus, LM. Et alors la deuxième méthode, qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser l'inversion matricielle. Tu mets les variables à gauche, le reste à droite. Tu fais apparaître le vecteur des variables à gauche, le vecteur des constantes à droite. Puis la matrice qui te permet de passer de l'un à l'autre. Puis, tu calcules le déterminant de cette matrice. Tu vérifies qu'il est non nul, puis tu inverses la matrice. Tu obtiens les variables à l'équilibre. Et on procède de même en change fixe. Super. Donc maintenant, on peut calculer directement les multiplicateurs monétaires et budgétaires, et on peut aussi regarder comment chaque paramètre influe sur les variables à l'équilibre. Alors, dans les vidéos qui précèdent, nous nous sommes beaucoup concentrés sur le multiplicateur budgétaire, c'est-à-dire l'effet d'une politique de dépenses publiques sur le niveau de l'activité. Maintenant, on peut aussi calculer l'effet d'une telle politique sur les autres variables d'équilibre. Tu as tout compris. Ces expressions des variables d'équilibre permettent d'analyser simplement les conséquences de chocs exogènes. Par exemple,
L'ajustement du taux de change à la hausse ou à la baisse, suite à une politique budgétaire, dépend du rapport de force entre le degré de mobilité des capitaux et la propension à importer. C'est-à-dire le rapport de force. Eh bien, par exemple, si la propension à importer est grande, la relance va être fortement freinée par la fuite par les importations. Cette forte demande pour des biens et services étrangers entraîne une forte demande de monnaie étrangère, ce qui fait qu'elle s'apprécie, donc qu'augmente. Et d'un autre côté, si les capitaux sont très mobiles, les investisseurs accourent et captent la dépense publique, augmentant la demande d'euros, entraînant une appréciation de l'euro, donc Q diminue. Je comprends mieux. Je remarque aussi qu'une politique monétaire expansionniste va augmenter l'activité et le taux de change réel de la monnaie étrangère, mais que toujours elle va baisser le taux d'intérêt réel. Comment cela se fait-il? Pour comprendre cela, il faut comprendre ce qui se cache derrière la création monétaire. Si la quantité de monnaie en circulation augmente, parce que la banque centrale achète des actifs, alors le marché des actifs va petit à petit se tarir et donc le prix des actifs va augmenter, baissant leur rendement, donc le taux d'intérêt réel. Mince alors. Donc la politique monétaire expansionniste que déploie la BCE face à la crise actuelle risque de faire encore baisser le taux d'intérêt? Attention, premièrement, le modèle ne peut pas prévoir à coup sûr ce qui va se passer, et deuxièmement, le taux d'intérêt réel baisse sauf si les capitaux sont parfaitement mobiles. Et dans ce cas, le taux d'intérêt d'équilibre est inchangé. D'accord. Donc la réaction du taux d'intérêt réel est minime car les capitaux sont très mobiles. Mais d'ailleurs, avec notre modèle, on peut regarder comment réagit l'économie face à une augmentation de K, la mobilité des capitaux, non? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle de la libéralisation financière. Beaucoup de pays en développement comme l'Uruguay, la République dominicaine, l'Inde, le Kenya et beaucoup d'autres se sont ouverts aux investissements étrangers dans les années 80-90 pour accélérer leur croissance. Alors, une augmentation de K serait bénéfique pour l'activité économique? C'est valable dans le modèle? Ça dépend. Pour le savoir, il faut regarder ce qu'il se passe si K augmente et que tous les autres paramètres sont inchangés, pour pouvoir isoler l'effet de la libéralisation financière. Mathématiquement, c'est la différentielle des variables d'équilibre par rapport à K. Prenons l'exemple de la République dominicaine au début des années 90. Elle engage une politique d'ouverture aux capitaux étrangers, le taux d'intérêt est très haut et le régime de change est fixe. Il faut donc prendre la résolution en change fixe, dont le résultat est ici. Tu vois que si le taux d'intérêt national est initialement plus haut que le taux d'intérêt à l'étranger, une augmentation de K va attirer les capitaux dans l'économie nationale, puisque le rendement y est meilleur. Cet afflux de capitaux booste l'activité. Et puis, c'est la Banque centrale qui va servir cette nouvelle demande de monnaie nationale, donc ses réserves de monnaie étrangère augmentent. D'accord. Et le taux d'intérêt national se rapproche du taux d'intérêt à l'étranger puisque maintenant les investisseurs ont accès aux deux marchés. Et quand on part de la situation initiale inverse, c'est-à-dire quand le taux d'intérêt national est plus bas que le taux d'intérêt étranger, qu'est-ce qui se passe? Tu vois bien, dans ce cas, le modèle prédit tout le contraire. L'économie nationale se contracte, car les investisseurs nationaux se reportent à l'étranger, et la Banque centrale se déleste de ses réserves de change pour permettre les transactions. D'accord, donc en fait, on peut observer indifféremment l'effet des chocs sur toutes les variables exogènes. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si YX diminue? Alors YX, c'est le revenu de l'étranger, donc tu analyses en fait, lorsqu'YX diminue, l'effet d'une crise à l'étranger sur notre économie. Alors la crise à l'étranger a fait baisser les exportations. Donc la demande d'euros baisse, tandis que l'économie nationale continue à importer les mêmes quantités. Il y a un déséquilibre sur le marché des devises qui, en change flexible, entraîne une appréciation de la monnaie étrangère, ce qui permet aux exportations de se rétablir à leur valeur initiale. Tu remarques que Q augmente exactement pour compenser la récession et que ni R ni Y ne varient. Comment ça? Si notre économie dépend beaucoup du reste du monde, ne devrait-on pas être fortement impacté? Tu as raison. Rien n'a changé du point de vue des exportations. En revanche, comme le taux de change réel a augmenté, notre pouvoir d'achat à l'étranger a baissé. Et si la valeur des importations de biens étrangers restait inchangée, leur volume, c'est-à-dire ce qui est effectivement importé, a baissé. Donc, les ménages pourront consommer moins de biens étrangers. Donc en fait, il y a une crise à l'étranger et c'est nos biens qui se déprécient et nos ménages qui pourront importer moins de biens étrangers. Alors, je te rappelle qu'on est ici dans un modèle de court terme. À long terme, la structure de la production va probablement s'adapter. Mais là, on sort complètement du cadre de notre modèle. Alors maintenant,
Tu peux nous faire un résumé de ce que l'on vient de voir? Le modèle ISLMEE, aussi appelé modèle de Mendel-Fleming, peut être représenté graphiquement et résolu mathématiquement. On peut calculer l'expression littérale des variables d'équilibre du modèle, c'est-à-dire l'expression en fonction de tous les autres paramètres. Ces expressions permettent d'analyser le déplacement de l'équilibre macroéconomique suite à des politiques ou des chocs exogènes. Merci beaucoup Raphaël. À bientôt.